Bonjour, aujourd'hui nous allons vous expliquer pourquoi un climat est si spécial. Pour commencer, qu'est-ce que les climats de Bourgogne? Cela n'a rien à voir avec la météo ni le temps qu'il fait ici. C'est un terme très ancien qui désigne aujourd'hui les parcelles sur lesquelles sont plantées les vignes de Bourgogne. Chaque climat a son nom qui dit un peu de lui. Les mets désignent des petits clos. Sous la velle veut dire derrière l'exploitation. La romanée évoque la proximité d'une route romaine. Sur la parcelle, plantez un cépage de rouge, majoritairement du pinot noir en Bourgogne, ou un cépage de blanc, majoritairement du chardonnay en Bourgogne. Levez le nez en l'air, vous verrez l'orientation qui détermine l'ensoleillement de la parcelle. Regardez sous vos pieds. Soulevez un peu de terre, vous observerez son humidité et la qualité du sol. Est-il sablonneux ou rocailleux? Mélangez le raisin obtenu dans une grande cuve. Foulez-le au pied, comme dans les temps anciens. Suivez les traditions et les savoir-faire de chaque village, de chaque domaine, de chaque famille de vignerons. Vous obtiendrez un vin d'exception typique de son terroir, un climat de Bourgogne. On a observé qu'il y a quand même beaucoup de petits éboulis, en fait c'est des petits cailloux, c'est très calcaire. Donc sur le vin, ça fait des vins qui sont plutôt sur le... Il y a plus d'acidité que sur un sol où il y a plus d'argile. Bonjour Madame la maire. Nous commençons notre film par une question. Qu'est-ce qui rend les climats de Bourgogne si spéciaux? Alors c'est vrai que c'est une jolie question parce que les climats Bourgogne, c'est un peu spécifique à notre région. Et comme le disait Bernard Pivot, dans notre région, quand on parle des climats, on ne regarde pas le ciel, on regarde la terre. On a une terre riche de par sa géographie, de par son exposition au soleil. Et ben on va avoir des vins complètement différents alors qu'on est à peu près sur la même terre, à quelques mètres d'écart. Donc c'est ça, je pense, qui fait la spécificité. Puis bien sûr, les climats sont connus dans le monde entier parce que les vins de Bourgogne sont connus dans le monde entier. Tout comme les pyramides d'Égypte, le château de Versailles ou le Taj Mahal, le vignoble de Bourgogne a reçu sa consécration en étant inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pourquoi a-t-on retenu les climats de Bourgogne? C'est d'abord pour leur paysage qui a été forgé pendant 2 millénaires, mais aussi parce que c'est là qu'on a pratiqué des savoir-faire particuliers qui permettent l'excellence des vins de Bourgogne. Ce sont ces deux critères qui sont valorisés aujourd'hui et qui permettent de délimiter la mosaïque des climats de Bourgogne. Ces climats ne datent pas de 2015, année où ils ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais ils sont très anciens à Dijon. Comment le savons-nous? Eh bien tout simplement grâce aux 2 documents exceptionnels conservés aux archives municipales de Dijon que nous avons étudiés et qui nous permettent d'en savoir un peu plus. On les appelle la petite Tibériade et la grande Tibériade de Dijon. On va essayer de décrypter le document que vous avez devant les yeux. Vous avez de la chance parce que moi, ça fait 15 ans que je fais l'histoire de Dijon, j'ai vu dérouler une fois ce document. C'est un des plus beaux documents de la ville. Et vous allez voir que vous allez reconnaître pas mal de choses, normalement, à la fin de la séance. Peut-être que vous en avez déjà reconnu, mais vous seriez très fort. Donc ce document, on appelle ça une tibériade. Donc, je vous explique un petit peu rapidement ce qu'est une tibériade. C'est un nom qu'on donne à un plan particulier. Vous voyez, on n'appelle pas ça un cadastre, on n'appelle pas ça une carte IGN. Dans ce cas-là, on appelle ça une tibériade. C'est un plan qui a été fait dans le cadre d'une affaire judiciaire. D'accord? Donc, il date, celui-ci, de 1570 précisément. Climat, vigne et tibériade, tous les ingrédients de notre récit sont donc réunis. C'est quoi une tibériade? Eh bien, c'est un plan qui a été réalisé dans le cadre d'une affaire judiciaire pour servir de preuve. Le premier plan de ce type a été peint en Italie, au bord du Tibre. Le nom est resté. La petite Tibériade a été peinte en 1550 et montre pour la première fois une vue d'ensemble des vignes autour de Dijon. 20 ans plus tard, elle est complétée par la grande Tibériade qui donne à voir, de façon plus précise, les parcelles et le nom des clos. À cette époque, la vigne est omniprésente. Elle couvre près de 1000 hectares. Un quart de la population travaille directement ou indirectement dans le secteur viticole. C'est donc cette peinture, la petite Tibériade,
qui va servir de preuve dans le cadre d'un procès qui oppose depuis 1548 les habitants de Talent à ceux de Dijon. Pourquoi ? À 2 ans d'intervalle, 2 personnes ont été retrouvées noyées dans le Louche. Ceux de Talent retrouvent les corps en premier et décident de les enterrer. Ceux de Dijon affirment que les corps ont été retrouvés dans les limites de Dijon et les réclament. Pourquoi tant d'intérêt pour des noyés ? Il faut dire que c'est d'abord une question d'argent. S'il est prouvé que les noyés sont sur le territoire de l'une ou l'autre ville, la municipalité récupérera des taxes sur les enterrements. Mais rapidement, l'affaire des noyés est oubliée, et c'est la question de la délimitation entre les 2 villes qui devient le cœur du procès. L'affaire est portée devant le tribunal qui commande la petite Tibériade pour y voir plus clair. C'est le début d'une grande affaire judiciaire. Au bout de 20 ans, en 1570, l'affaire n'est toujours pas tranchée. Le tribunal doit donc faire appel à un nouveau peintre. Nous ne connaissons pas son nom, mais appelons-le Martin. Il est chargé de dessiner avec précision ses limites. C'est lui qui peint la grande Tibériade. Imaginons donc Martin, assis sur son arbre, en train de représenter les alentours, et qui doit faire le parcours des terres dont il nous donne la description. Et selon cette figure, ce chemin va de la combe Valton, passant par Louche, au niveau du lieu appelé Pont de Talent, et passe par un noyer sous lequel fut commencée la présente exécution. Et de là, va tout droit au chemin entre les vignes de Presles et le champ marché, pour de là aller à la montée aux vaches contre la combat à la serpent. Si on observe de plus près cette Tibériade, on voit tout de suite l'importance de la vigne dans le paysage. Elle est tellement omniprésente sur Talent qu'il est difficile pour les paysans de faire paître leurs vaches. Ils ont donc besoin de descendre la combe Valton, de traverser Louche et de remonter sur Dijon en direction de la combat à la serpent. D'abord, ils réclament la propriété du chemin de la combe Valton. Et surtout, ils veulent que ce chemin soit élargi. Dans le procès, on nous dit « Ceux de Talent ne se sont contentés que des 10 pieds de la largeur du chemin, car par disposition du droit, il ne leur en revient que 8, comme la cour ne le sait que trop. » Ce procès verbal qui est rédigé en même temps que la Tibériade est peinte nous montre que cette revendication ancienne agace le tribunal, qui voudrait bien que les choses soient claires une fois pour toutes. Ce chemin n'appartient pas aux habitants de Talent. Le rapport de force entre Talent et Dijon est important. Il y a au moins 20 fois plus d'habitants à Dijon qu'à Talent. Mais dans son combat inégal, les habitants de Talent font face. Malgré ce rappel, les Talentais ont un nouveau coup, les mensonges. Ils prétendent ainsi posséder 300 vaches, ce qui justifierait que pour les laisser passer, l'élargissement du chemin leur soit accordé. Mais là encore, ils sont confondus. Le tribunal reconnaît qu'ils n'ont pas plus de 50 vaches. Inutile donc de continuer à réclamer cette terre. Les Talentais doivent reconnaître que le terrain ne leur appartient pas. Que sont devenus les corps pendant tout ce temps ? Ça, l'histoire ne le dit pas. Les noyés ont été vite oubliés, et le procès qui nous est parvenu ne porte plus que sur les limites entre les 2 villes. Cette affaire aura au moins eu le mérite de nous donner à voir les limites précises de Dijon et de Talent, mais aussi bien la place des vignes. Tous les clos y sont bien dessinés. Les Tibériades ont montré l'importance de la place occupée par la vigne à Dijon au Moyen-Âge. Que sont devenus les clos depuis ce temps-là ? La vigne a perduré. Au milieu du 19e siècle, les vignes autour de Dijon s'étendent sur 800 hectares. Mais à la fin du 19e siècle, la crise du phylloxéra a fait chuter fortement la viticulture, au moins pendant une petite période. À Dijon, c'est surtout la croissance de la ville qui grignote les parcelles de vignes. L'urbanisation s'accélère. Après la Deuxième Guerre mondiale, le besoin de logement devient criant. Il faut construire de nouvelles habitations pour les habitants. C'est pourquoi, dans les années 1960, le conseil municipal de Dijon décide la création d'un nouveau quartier à Fontaine-Douche. 4500 logements sont construits entre 1965 et 1975, dont plus de 2000 HLM sur 553 hectares. La ville achète des terrains sur lesquels étaient encore plantées de nombreuses vignes. Certains habitants, alors, ne voient pas d'un bon œil ce projet urbain. La création du Laquire et du quartier de la Fontaine-Douche fait disparaître un patrimoine viticole très ancien pour le remplacer par des tours de béton. Voici le témoignage d'un journaliste à propos des dernières vendanges du Clos des Mares d'Or. À nos pieds, les cèpes des Mares d'Or laissaient tomber leurs feuilles rouges, comme des larmes de sang. Adieu, joli Clos. Tu étais le dernier vestige de ce qui autrefois était un fameux vignoble.
Il reste cependant au-dessus des tours un petit terrain acquis par la ville de Dijon qui va permettre de faire renaître la vigne. Sur un éperon rocheux, à flanc de coteau, dans le périmètre d'aménagement de la Fontaine-Douche et en limite du quartier des Mares d'Or. Sur la parcelle de l'éperon situé sur le lieu-dit des Mares d'Or. En 1981, le maire Robert Poujade et le conseil municipal accordent un bail de 18 ans à une famille viticulteur, les Deray. Le maire participe en personne à l'inauguration de la parcelle de 3400 m² où 2000 pieds sont plantés. Le clos des Mares d'Or, dit clos de la ville, appartient à la ville, qui reçoit chaque année un fermage de 450 bouteilles. Depuis 1981, la vigne a repris un peu de sa place au-dessus du quartier de la Fontaine-Douche, où se trouve notre collège. Pour la ville de Dijon, rendre à ce quartier une partie de son caractère viticole était important. C'est ce qui a permis la renaissance de la vigne dans ses interstices. Depuis cette époque, la famille Deray continue de travailler les ceps qui surplombent le quartier de la Fontaine-Douche. L'appellation des climats ne permet pas de classer des vignes urbaines, mais le clos des Mares d'Or tient ses promesses, rappelant que l'histoire entre Dijon et sa vigne a encore un bel avenir. Quelle place pensez-vous que Dijon et les vignobles bourguignons prendront sur la scène internationale dans les années à venir? Le réchauffement climatique va-t-il changer la donne? Comment la filière se prépare-t-elle à ces changements? Alors effectivement, je pense qu'avec l'inscription des climats patrimoine mondial de l'UNESCO, Dijon rayonne au niveau national et international. Et puis depuis peu, on s'est installé l'Organisation internationale de la vigne et du vin, ce qui fait de Dijon la capitale mondiale du vin. Donc je pense qu'on va continuer à rayonner. En revanche, c'est vrai que c'est une question par rapport au réchauffement climatique. Il y a aussi d'autres pays qui ne faisaient pas de vin avant qui en faisaient. Donc il va falloir s'adapter à ces nouveaux modes de consommation, s'adapter au changement climatique. Et c'est vraiment l'objectif de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, de faire des propositions au monde viticole pour s'adapter. Mais on aura toujours de toute façon de bons vins et de bons viticulteurs dans notre région. Et en tout cas, vous pouvez compter sur la maire de Dijon et tous les élus de Dijon et la métropole pour les défendre.